Salut à tous, salut à toutes, bienvenue dans N1, le podcast NBA des équipes de The Free Agent. On se retrouve en ce début de semaine pour votre dose de podcast NBA autour des finales NBA. Évidemment, c'est la grande actu dans la ligue américaine et le match 2 qui s'est déroulé dans la nuit de dimanche à lundi. Vous êtes au courant évidemment que Boston mène 2-0 dans cette série, mais on va prendre le temps de débriefer ce match-là et même plus globalement de parler des deux premiers matchs de ces finales. Et pour m'accompagner, c'est Tom. Salut Tom. Salut Chris, salut à tous. Bah ouais, très bien résumé. Deux matchs ont déjà été joués. On vous rassure tout de suite, rien n'est définitif. C'est en NBA et surtout en playoff. Les séries de playoff commencent à partir du moment où une équipe gagne à l'extérieur. Donc tout est encore faisable pour les fans de Dallas. Mais en tout cas, c'est sûr que Boston, factuellement, a déjà fait la moitié du chemin. Donc, c'est élément évidemment à prendre en compte. Alors, on va donc revenir tranquillement avec toi et avec vous, évidemment, sur ces deux premiers matchs. Ce qui a permis à Boston d'abord de gagner ces deux premiers matchs au TD Garden. Les éléments positifs pour cette équipe des Celtics. Dans un deuxième temps, on essaiera de balayer un petit peu les solutions, ou en tout cas, qu'est-ce qu'on pourrait proposer, ou qu'est-ce que surtout Dallas va devoir proposer pour s'ajuster, alors que les matchs 3 et 4 se dérouleront du côté du Texas. Alors, juste avant de se lancer, on n'oublie pas que vous avez les réseaux pour nous suivre, Twitter, Instagram, vous avez TikTok également, les réseaux sociaux donc dans la globalité, le site internet et l'application de TF1, c'est gratuit, donc n'hésitez pas à les télécharger l'appli sur Android et sur Apple Store. Vous avez donc les podcasts évidemment, NBA et WNBA. Tom, tous les mercredis, on se retrouve avec Elliot pour parler un petit peu du basket féminin qui est déjà au quart de la saison et il y a toujours des choses à dire intéressantes. Exactement, on se régale vraiment depuis le début de la saison de WNBA. Moi, comme tu le sais, en tant que fan du Liberty, je me régale en ce moment. Une équipe solide, mais globalement des matchs hyper intéressants. On voit de l'intensité. Donc on espère aussi que vous profitez de ce début de saison et qu'on vous donne de bonnes informations tous les mercredis. Donc voilà, n'hésitez pas, vous aurez un rencard mercredi pour le podcast WNBA. Mais là, on va revenir, si tu veux bien, Tom, sur nos finales chez les messieurs, avec donc cette équipe de Boston qui mène 2-0 après ses deux premiers matchs au TD Garden. Avant de rentrer dans le détail, dans l'analyse, ton premier ressenti à l'issue de ces deux matchs que tu as pu suivre là, sur les 3-4 derniers jours, voilà, qu'est-ce que tu en penses un petit peu de cette première tournure après ces deux premières rencontres? Écoute, pour rester un petit peu généraliste, parce que comme tu le dis, on rentrera dans le détail, par la suite. Moi, je suis rassuré par le niveau global de Boston. On le sait, ils n'ont pas eu entre guillemets, des séries de playoffs compliquées jusque-là, mais ils savent adapter leur niveau de jeu quand il le faut, ils savent monter en température, ils nous l'ont prouvé lors de ces deux premiers matchs. Et de l'autre côté, on sent des difficultés, on sent que physiquement, Dallas commence à être touché, impacté par pour le coup, des séries de playoffs bien plus compliquées à l'ouest. Et puis bien évidemment, un Luka phénoménal, mais pour le reste, c'est un petit peu compliqué, quoi. On rappelle les deux scores dans ces deux premiers matchs. La première victoire donc en inauguration de ces finales, 107-89 pour Boston. Match 2 donc 105-98. Le point commun de ces deux matchs-là, il y en a plusieurs, mais le principal quand on regarde juste le score, c'est qu'à chaque fois, Dallas est sous les 100 points. C'est ça. On sait également que pour une équipe, dans la conférence Ouest en particulier, où il y a beaucoup de scoring, même si à l'Est également, mais on sait que Dallas, c'est une équipe qui a un gros rythme, un gros tempo offensif. Et là, sur ces deux premiers matchs, on voit que ça coince un petit peu, donc on essaiera de voir qu'est-ce que Dallas peut proposer pour retravailler là-dessus, mais il y a aussi du crédit à porter à Boston. On va commencer par les Celtics, si tu veux bien, Tom. Le ressenti, je me rappelle, nous, on avait regardé tous les deux en même temps le match 1. On avait pu discuter en privé pendant le live. Et c'est vrai que ce qu'on s'était dit, c'était que les Celtics avaient vraiment joué en patron. Tu vois, on arrive en finale NBA, on a été favori pendant la saison régulière, on a été favori, on a déroulé pendant les playoffs, les premiers tours, en tout cas les 3 premiers tours. On s'était posé la question dans la preview avec toi et avec Yannick également, comment Boston allait aborder ces finales après ce break et après cette
ces playoffs où on va dire que l'adversité n'était pas vraiment là. Et là, en tout cas, sur ce premier match et sur ces 2 premiers matchs, Boston, ils ont dit voilà, on est à la maison, on doit gagner ces 2 premiers matchs-là, et on a fait le travail. Ouais, tout à fait ça, hein. Boston, de toute façon, c'est taille patron depuis le début de saison, une saison historique avec plus de 60 victoires en régulière. Comme tu l'as dit, des séries de playoffs, entre guillemets, un petit peu simplifiées par l'adversité, les blessures, mais encore une fois, Boston a su faire le travail sur ces séries pour se qualifier en finale. Et puis là, après, on sent aussi que le repos et la fraîcheur des joueurs bostoniens se ressent sur ces 2 premiers matchs. Le retour de Porzingis, notamment sur le premier match, a été fondamental. Je tiens à souligner, parce que moi c'était vraiment, et j'en avais parlé pendant la preview, un vrai doute, les ajustements de Joe Mazzulla, et je trouve très intelligent de faire sortir Porzingis du banc, notamment sur ce match 1. Il est rentré, il a dynamité la défense de Dallas en shootant à l'extérieur, en étant aussi dominant à l'intérieur. On sent que c'est un profil contre lequel Dallas n'a pas forcément les armes pour défendre et pour s'ajuster. Et puis plus globalement, on en avait parlé, hein, mais Boston représente à l'heure actuelle l'équipe la plus complète sur le papier. C'est-à-dire qu'aussi bien physiquement, dans la taille et dans les choix, Boston est plus fort que Dallas. Boston a des armes défensives pour déjà de 1 essayer de limiter au mieux Luka et surtout pour en fait annihiler complètement l'attaque de Dallas. Si je ne dis pas de bêtises, le duo Luka-Kyrie sur le premier match, c'est 4 passes décisives. Donc ça, c'est un élément clé parce que au-delà d'essayer de leur enlever le ballon des mains, ce qui n'est pas forcément très simple, le fait de limiter autant les role-players, c'était ça un petit peu la clé. On sait que fondamentalement, c'est pas possible de stopper un joueur comme Luka. Par contre, faire en sorte que les petites additions qui vont être les PJ Washington, les Derrick Jones Jr. et même le secteur intérieur de Dallas qui peuvent vraiment impacter, là, on les sent limités, on les a sentis limités dans le premier match. Et forcément, derrière, Boston a très très bien déroulé son jeu. Ouais, je te rejoins. J'étais juste en train de regarder pour confirmer au niveau des passes. On sait que Luka n'avait fait qu'une passe décisive lors du match 1, quelque chose qui lui arrive jamais en fait et qui montrait bien aussi la pauvreté du jeu offensif des Texans. Et Kyrie était à 2, donc tu vois, ils étaient même à 3 passes D sur le match 1. Alors ça s'est réajusté sur le match 2 où on a retrouvé en termes de passes un Luka un peu plus dans ce qu'il connaît dans ses standards. Mais c'est vrai que moi, cette équipe de Boston, sur lesquelles j'ai toujours eu des questions, on en avait parlé à l'époque avec Cédric aussi en saison régulière, avec toi, avec Yannick ensuite, euh, on les attend en finale NBA, c'est maintenant. Là, pour l'instant, ils font ce qu'ils doivent faire de façon assez impressionnante quand même. Et moi, ce qui m'interpelle en particulier, tu en as un petit peu parlé quand tu étais quand tu es revenu sur le match 1 et les collègues du vendredi, Axel et Yannick, en ont parlé aussi vendredi matin, si vous voulez le, le récap un petit peu du match 1, vous pouvez le retrouver en podcast. C'est l'impact des joueurs et cette complémentarité, c'est-à-dire que on s'était un petit peu chamaillé, rappelle-toi, autour de Tatum. Mais en fait, on en parlera tout à l'heure peut-être, même très certainement, mais sur le match 1, c'est Porzingis et c'est Brown qui sont vraiment extrêmement impactants et importants, oui, pour cette équipe de Boston. Et là, dans ce match 2, c'est Drew Holiday, meilleur marqueur de l'équipe, et Derrick White, dans un autre style. On va pouvoir rentrer dans le détail, mais tu vois, 4 joueurs différents sur les 2 matchs qui ont vraiment marqué de leur empreinte cette équipe de Boston. Et même si Porzingis sortait du banc sur la saison régulière, Porzingis était un élément majeur de cette équipe de Boston. Donc, à défaut peut-être de Dallas, on en parlera tout à l'heure, où on trouve que des joueurs qui ont impacté sur la deuxième partie de saison ne sont pas là pour le moment. Du côté de Boston, Tom, en fait, excepté à les Tatum, on va le mettre entre parenthèses, les autres joueurs majeurs de l'effectif sont là. Mais en fait, c'est exactement ça. C'est tu te rends compte de la puissance collective de Boston. Dans le match 1, tu l'as très bien dit, Porzingis qui fait une première mi-temps assez impressionnante d'adresse et de choix. Et puis, plus globalement, sur le début de série et même sur les playoffs, moi, je considère que Jaylen Brown est le meilleur Bostonien depuis le début de ses playoffs. Il impacte au moment où il le faut, il va vers l'arceau, il envoie des gros tomas. On a des images en tête là, de gros posters qu'il envoyait sur les matchs 1 et 2. Et puis, on en avait parlé, et vous en aviez très bien parlé avec Yannick, du facteur clé de cette série pour Boston, c'est Drew Holiday. En fait, Drew Holiday, hier, si je ne dis pas de bêtises, c'est 26 points avec 11 rebonds et 3 passes. Dans le ressenti, c'est du 35-10-10. Tellement il est impactant,
tellement, on reviendra un petit peu aussi sur Dallas après, mais sa défense sur Kyrie Irving, moi, c'est quelque chose qui m'impressionne parce que Kyrie était monstrueux depuis le début de ses playoffs et là, il se retrouve avec Drew qui le défend en premier rideau. C'est dur, hein, c'est dur. Hein. C'est là où on se rend compte qu'un backcourt, Drew Holiday, Derek White, défensivement, c'est long, c'est grand, c'est costaud, ça va vite. Et puis derrière, quand ça peut switcher. Alors, je te rejoins tout à fait. Je ne suis pas du tout convaincu par ce début de série de Jason Tatum au scoring. En revanche, tu vois, hier, même s'il n'est pas adroit, j'ai apprécié l'intelligence et le playmaking de Jason Tatum. Il fait les bons choix au bon moment. Il n'est pas adroit, ça, il faut en parler, il faut le mettre en avant, tu as tout à fait raison. Mais par contre, l'impact défensif de Jason Tatum et globalement son playmaking et les choix sont les bons, je trouve. Il a réussi à s'ajuster aussi au moment où Dallas les a mis un petit peu en difficulté dans ce match 2. Et puis, bah ouais, non, forcément. Moi, je suis intéressé aussi par le fait que Joe Mazzulla ait compris que son banc était peut-être un petit peu moins bon et qu'il a vraiment réduit ses rotations à 8 joueurs. Bien évidemment, quand tu as Porzingis qui sort du banc, alors faudra voir, je crois qu'il y a un petit pépin physique à la fin du match de hier. On l'a senti, ouais, c'était un petit peu compliqué sur la fin de match. Donc, de toute façon, le prochain match, tu en as du mercredi à jeudi. Donc, il va y avoir du repos, des soins, mais il faudra surveiller. On sait que Porzingis, il avait eu 4 ou 5 semaines d'absence. Donc, il va falloir observer, en effet. Ouais, c'est ça. Porzingis, il va falloir prendre soin de son corps. Mais tu vois, il a vraiment réduit les rotations avec Peyton Pritchard qui hier qui a 12 minutes, Sam Hauser qui a 10 minutes, bon, alors qu'il a arrosé complètement à 3 points. Mais il lui fait confiance. Il donne énormément de minutes au duo Tatum-Brown. Hier, c'est 45 minutes pour Tatum et 42 pour Brown. Et sur le premier match, c'est 42 minutes pour Tatum et une quarantaine de minutes pour Brown. Donc, il fait vraiment confiance. Et puis, physiquement, il a l'avantage d'avoir eu des séries. Donc, il peut se permettre de donner beaucoup de temps de jeu à ses starters. Ouais, complètement. Bah, juste Tatum, tu en as parlé, comme ça, on balaye le sujet Tatum. C'est 12 passes hier. C'est ça. 18 points, mais avec un pourcentage compliqué. 6 sur 22, 1 sur 7 à 3 points. Il a quasiment mis tous ses lancers francs, donc ça, c'est un élément à prendre en compte. Donc 18, 9, 12, mais ouais, les 12 passes, c'est vraiment, vraiment intéressant. 3 pertes de balles, donc ça va globalement. Oui, il a bien créé, il a pu proposer des bonnes passes à des moments importants pour son équipe. J'ai quand même trouvé que à certains moments, après, là, on va vraiment chercher sur des actions, on va creuser, mais en même temps, c'est les finales NBA, donc il faut aller chercher les petits détails. Moi, j'ai quand même trouvé à certains moments, troisième, quatrième quart-temps, il forçait un peu le jeu, ou après il y a eu des manques de réussite. Je vois un ou deux lay-up là où normalement ça rentre pour Tatum 98% du temps. Là, là ça rentrait pas, mais ça marche pas une fois, ça marche pas deux fois. La troisième fois, n'y va peut-être pas, tu vois. Et lâche la balle plus tôt ou ne force pas. Mais encore une fois, on va creuser, on va chercher du petit détail. Après, Tatum, il l'a très bien dit en conf. Il sait que il y aura peut-être un soir ou deux où il y aura besoin qu'il hausse le niveau en termes de scoring et il en a tout à fait la capacité et lui-même le sait. Et tout le monde le sait que Tatum a la capacité à scorer. Là, pour l'instant, il n'y est pas sur le scoring, mais en même temps, Boston mène 2-0. Et sur les deux matchs, même si Dallas est revenu sur les deux rencontres à des moments particuliers, on a quand même eu cette impression que Boston dominait assez outrageusement ces deux premiers matchs de finale. Donc, on va voir. Après, c'est clair que si Tatum reste sur un pourcentage d'adresse assez compliqué et que Dallas est amené à revenir dans la série, bon, là, on pourra recommencer à parler du cas Tatum, mais pour l'instant, j'ai envie de dire, ok, il lui manque de l'adresse, il lui manque un peu de réussite, mais bon, son équipe mène 2-0. Donc, je pense que pour lui, l'essentiel est là. Mais tu sais, globalement, si on s'arrête, bon, alors sur le match 1, ça n'a pas forcément été le cas, mais sur le match 2, Boston ne shoot pas bien. Boston shoot à 25% à 3 points. Quand tu vois le duo Tatum-Brown qui shoot à 2 sur 12 à 3 points, en fait, c'est là où, quand tu es supporter de Boston et que tu prends ces deux premiers matchs avec des stars qui ne sont pas forcément hyper adroits à 3 points, tu es soulagé. Tu es soulagé, tu te dis que potentiellement, c'est des joueurs quand même qui ont déjà prouvé par le passé qu'ils peuvent avoir des vraies réussites extérieures et c'est un effectif global qui a été construit aussi autour de son adresse extérieure. Donc, c'est vraiment un point rassurant là où tu te dis que finalement, Boston a pris la série de la bonne manière, c'est-à-dire la priorité pour eux était de limiter Dallas offensivement, était vraiment de les impacter. Et c'est ce qui est le cas. Ça a été fait, comme tu l'as très bien dit. Dallas est limité à moins de 100 points sur ces deux premiers matchs.
job réussi pour Boston pour le moment. Ouais, complètement. Moi, juste pour revenir rapidement sur ce duo assez inédit et inattendu de ce match 2, Drew Holiday, Derek White. Drew Holiday qui termine donc meilleur marqueur, hein, je dis pas de bêtises, ouais c'est ça, 26 points, il est à 11 rebonds, 3 passes décisives, aucune balle perdue, donc ça c'est vraiment moi un élément que je prends beaucoup en compte. Le pourcentage incroyable, 11 sur 14, 11 sur 14, 2 sur 4 à 3 points, il permet même de prendre des shoots dans le corner maintenant, Drew Holiday, et il met tous ses lancers francs, mais le match de Drew Holiday est vraiment très, 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 très fort, très costaud. On sait pourquoi il est venu aussi dans cette équipe de Boston. Il était d'abord là pour l'impact défensif, pour être vraiment cette première pointe-là, extrêmement relou pour le meilleur joueur adverse. Et évidemment, il l'est. Mais là, ce qui est impressionnant, c'est que offensivement aussi, il a apporté. On sait que Drew Holiday, c'est pas peut-être à des défenseurs en NBA. Le meilleur exemple à l'époque, c'était André Robertson. C'était du côté du Thunder. C'était, au départ, en tout cas. C'était un très, très bon défenseur sur l'homme, mais bon, on savait qu'offensivement, il n'allait pas mettre beaucoup de points. Drew Holiday, c'est pas ça. On sait qu'il est capable d'aller mettre des scoring. Peut-être pas 40, pas 45 points, c'est pas ce qu'on lui demande. Mais même 26 points, meilleur marqueur de son équipe en finale NBA, je suis pas sûr qu'on soit très nombreux à avoir envisagé cette opportunité, cette hypothèse-là avant le match 2, mais en tout cas, c'est le cas. Donc, vraiment très impressionné par la défense, évidemment, mais on le savait, mais par cet impact offensif. Donc, des deux côtés du terrain, il a un vrai impact pour lui et du coup pour l'adversaire. Et Derek White, défensivement, pareil, on savait que ça allait être quelqu'un qui allait vraiment embêter, limiter Irving et Doncic. Et pour l'instant, c'est plutôt bien réussi, même si Doncic fait des belles perfs offensivement, mais on voit quand même que c'est limité à certains moments. Et moi, ce que j'aime bien avec Derek White, c'est sa capacité à vraiment, tu sais, aller t'envoyer des olives dans des moments qui, du coup, deviennent clés dans le match. Tu vois, il va aller te planter un 3 points quand allez, Dallas commence à revenir un petit peu, tout ça. Tu dis, ça tout saute un peu. Non, Derek White, il prend le ballon. Lui, s'il peut t'envoyer un shoot à 8 mètres 50, il va pas hésiter. Il y a une action là dans la deuxième mi-temps du match 2 où Derek White a le ballon. Il n'y a pas de solution offensive particulière. Bon, bah vas-y, j'envoie une olive. Et ça rentre. Et tu vois, et du coup, ça met le TD Garden en feu. Lui, ça le met en feu. Son équipe, ça les remet en confiance parce qu'ils disent bon, bah, ok, on peut laisser le ballon. Même si on n'a pas un système incroyable sur cette action-là, il est capable de mettre il est capable de mettre des 3 points. Donc, sur son pourcentage, je regarde juste pour être. Il a 4 sur 10 à 3 points. Donc, bon, 40%, ça reste correct. Mais moi, je trouve qu'il y a vraiment des points d'impact. Dans le 5 majeur de Boston, c'est lui qui a le meilleur plus-minus de l'équipe. Il est à plus 8. Alors après, ça se joue à pas grand-chose, mais voilà, son impact est vraiment extrêmement important. Moi, c'est pas un joueur que j'apprécie particulièrement de base, mais il faut quand même relever quand le joueur, voilà, il est vraiment impressionnant et qu'il offre à son équipe des possibilités des deux côtés du terrain. Et en tout cas, pour Drew Holiday, Derek White, c'est vraiment le cas et chapeau à eux. En fait, c'est ça, tu as utilisé la très bonne expression, c'est les points d'impact. C'est-à-dire que Drew Holiday et Derek White, on le sait, c'est des joueurs qui sont capables de scorer, mais ça ne va pas forcément être leur tâche principale, surtout quand tu as une équipe composée de Tatum, Brown, Porzingis, des joueurs qui sont réputés pour leur scoring. Leur mission principale est de défendre à ces joueurs-là. Mais si de l'autre côté du terrain, tu as un scoring supplémentaire, tu as de la distribution, tu as des pertes de balles qui sont limitées, ça veut dire aussi qu'ils peuvent aussi permettre à des Tatum et à des Brown à moins porter le ballon. Eux peuvent prendre des responsabilités, peuvent prendre un petit peu de playmaking, peuvent mettre en place des systèmes. C'est un bac court, donc forcément, c'est des joueurs qui ont l'habitude aussi de pouvoir créer. Et c'est hyper intéressant ce dont tu parlais, c'est les points au bon moment, prendre des gros shoots. Là où tu vois Tatum a tendance un petit peu à forcer en contre-attaque, à s'arrêter, à shooter à 9 mètres, sans forcément que Boston prenne le temps de se mettre en place. Tu sens que, notamment Drew Holiday, il n'y a aucun panier forcé. C'est toujours des paniers pris au bon moment, soit sur des possessions longues où il arrive, comme tu dis, dans le corner, à être la dernière option sur la dernière passe et à envoyer, soit il a l'intelligence d'aller attaquer l'arceau quand il le faut. Donc, ce n'est pas des joueurs qui vont aller gratter, qui vont prendre une quantité de shoot énorme. Tu vois, par exemple, hier, les deux, Drew Holiday, c'est 14 shoots pris, il y en a 11 qui sont mis. Donc, le pourcentage est énorme. Derek White, c'est 6 sur 15. Tu vois, pour comparer, par exemple, hier, Tatum, il est à 6 sur 22. Donc, c'est des mecs qui ne vont pas forcer leur shoot et qui, quand ils sont en confiance, le collectif de Boston a l'intelligence de les servir.
Et ça, c'est bien aussi de souligner ce travail-là, de mettre en avant leur taf défensif et de les récompenser en leur donnant des options offensives de l'autre côté. Ouais, non, je te rejoins. Donc, je pense que pour cette équipe de Boston, on a fait le tour, en tout cas, des éléments essentiels. Il y a toujours évidemment plein de points abordés, mais il faut qu'on parle également de l'adversaire et de cette équipe de Dallas. On va se lancer tout de suite, Tom, si tu veux bien. Cette équipe des Mavericks, donc, qui est menée 2-0. L'objectif initial, évidemment, c'est toujours pareil quand tu commences tes 2 premiers matchs à l'extérieur, c'est d'aller au moins en arracher un. Là, ça n'a pas été le cas. Ton ressenti général, pareil, avant de rentrer dans le détail, sur ces 2 premières prestations de l'équipe de Luka? Bah écoute, mon ressenti général, c'est que Luka Doncic est le meilleur joueur de la série pour le moment. Ça, pour moi, il n'y a pas trop de débat. Et de toute façon, De la série, tu prends les 2 équipes? ouais, je considère Luka Doncic comme étant à ce moment-là de la série, après 2 matchs, même s'il y a 2 défaites, pour moi, ça reste quand même le meilleur joueur de la série. Premier match, tu as 30 points. Deuxième match, tu en as 32. Et puis globalement, tu sens que dans les moments où Dallas fait ses rapprochés et a potentiellement l'opportunité de passer devant, c'est Luka qui prend les choses en main. Et même si Drew et Derek White arrivent à le limiter, quand Luka décide de scorer, il score. Moi, la grosse problématique pour Dallas, bien évidemment, on en a parlé rapidement, mais c'est le non-impact pour le moment de Kyrie Irving, qui a été limité au premier match à 12 points et sur le second à 16 points. Un manque d'adresse énorme, hein. Le premier match, il shoot à 31%, à 6 sur 19. Le second à 7 sur 18, à 38%. Et puis, globalement, on en a parlé aussi rapidement, le non-impact des role-players qui avaient été très bons lors des séries précédentes. Ouais. Tu sens que PJ Washington, ça y est, il tape un petit peu dans le plafond. Pareil pour Derek Jones Jr., ce qui est lié aussi à la défense de Boston, parce qu'ils défendent très intelligemment dessus. Sur le match 1, Derek Lively a été énormément visé par les fautes. Il prend des fautes très rapidement, et puis Daniel Gafford fait un petit peu ce qu'il peut, mais c'est très limité. Ouais. Donc globalement, Boston a tellement bien défendu et a tellement bien impacté les 2 premiers matchs que Dallas ne pouvait pas faire grand-chose. Malgré ça, tu vois, le premier match, il y a un écart de 28 points qui est fait en première mi-temps. Ouais. Dans le troisième quart-temps, Dallas arrive à revenir à 8 points. C'est ça. On le savait que ça allait être potentiellement des matchs de run, donc Dallas est capable. Et pareil, sur le match de hier, ça se joue à pas grand-chose. Bon, alors, on en reparlera peut-être de la faute à la fin de match, le contre sur PJ Washington avec la faute de Jaylen Brown qui n'est pas signalée. Bien évidemment, tu as un match au TD Garden, il reste 1 minute 30 à jouer, il ne fallait pas s'attendre à ce que cette faute soit sifflée. Il faut aussi être logique à ce niveau-là. Si la même action à Dallas, la faute n'est pas sifflée, on le sait aussi. Mais il va falloir vraiment un réveil et des ajustements. Moi, tu vois, là où Joe Mazzulla m'a rassuré, j'attends de voir les ajustements de Jason Kidd à la maison. Ok. Bon, on va pouvoir entrer dans le détail de tout ça. On peut commencer par Luka, si tu veux bien. Sur ce match, alors attends, je reprends mes petites notes. Sur ce match 2, là, alors il termine à combien? Il termine à 32 points, 11 rebonds, 11 passes. Donc le triple-double de Luka Doncic, je crois que c'est son septième triple-double dans cette campagne de playoff 2024. Ok. Il y a quand même 8 pertes de balles. Tu vois, donc tu es quand même proche du quadruple-double avec les pertes de balles. Donc ça pique un peu. Alors après, oui, Luka, il manie beaucoup le ballon, etc. Mais ça commence à piquer quand tu es à 8, tu vois, je trouve. Moi, ce que j'ai aimé, mais en même temps, alors j'ai aimé sa première mi-temps. Il termine à 23 points, 9 sur 13. Il est vraiment impactant. Début du deuxième quart-temps, si vous n'avez pas eu l'occasion de regarder les 3 ou 4 premières actions, c'est pour lui. Tu te dis, OK. Donc, il était à 15 et on a démarré depuis 1 minute 30 le deuxième quart-temps. Ah, il est à 18. OK, d'accord. Il est à 22 maintenant. Bon, bref, voilà, vous voyez le truc. Il a vraiment tout. Il a quand même été très fort dans cette première mi-temps. Mais à côté de ça, la deuxième mi-temps de Luka Doncic, c'est 9 points. C'est pas suffisant. Alors, ouais, du coup, quand tu regardes la feuille de stats, tu te réveilles ce matin, tu n'as pas regardé le match. Ah ouais, Luka, il fait 32, 11, 11. OK, mais Luka, il fait 9 points en deuxième mi-temps. Il fait 9 points quand c'est à ce moment-là que Dallas a le plus besoin de son scoring. Alors, et du scoring général de Kyrie. Et t'inquiète pas, on va en parler de Kyrie et des autres. Mais tu vois, moi, je trouve que ça, c'est un point dommageable. Et juste après, je te laisse la main sur Luka. Dans le troisième quart-temps,
on le voit, il rentre pas nécessairement très bien, je trouve, dans la deuxième mi-temps. J'ai pas du tout aimé certaines attitudes. Il y a une action défensive où alors on sait que défensivement, Lucas, voilà, mais là, il y a une action où c'est un vrai plot. Je me dis, mais non, en fait, non, Lucas, même si tu es un génie, tout ce que tu veux, tu as un talent incroyable, machin, tu as tout gagné, tout ça, tout ce que tu veux, tu peux fais quand même un minimum, tu vois. Alors après, sur la fin du match, il a fait des efforts défensifs. Mais moi, il y a des moments, il y a des attitudes corporelles. Non, tu es en finale NBA, rien ne te sera donné, tu vois. Il y a des remontées de batte de Lucas suite à ça qui, moi, ne me plaisent pas du tout, où il est presque nonchalant, il se fait choper une balle par Tatum, si je dis pas de bêtises, et après, tu le vois engueuler son banc pour dire ah, les gars, vous auriez pu me prévenir que tu as un joueur de Boston qui revient. Mais non, en fait, tu peux pas, parce que le TD Garden, déjà, c'est un bordel, tu n'entendras rien, et c'est à toi d'être vigilant. C'est à toi, quand tu remontes le ballon, d'être agressif dans ta remontée de balle. T'es pas en saison régulière, t'es pas contre Houston ou contre Orlando au mois de novembre, tu vois. Tu dois être tout le temps focus. Euh, Certains gestes, alors c'est un génie, c'est tout ce que vous voulez, mais bon, parfois le génie a ses limites. Et moi, il y a des actions où il essaye des passes dans le dos, à un moment, il essaye une passe lobée en arrière qui termine dans les mains d'un Bostonien. Non, en fait, au bout d'un moment, alors s'il a réussi, on va tous applaudir, on va dire bravo Lucas, tu vois. Mais il y a une période sur le troisième carton que j'ai vraiment pas aimé son attitude. On a retrouvé un Lucas qui a fait que chouiner auprès des arbitres. Et non, en fait, tu peux pas. Tu es sur la plateforme des NBA Finals. Donc, tu dois être tout le temps au taquet, tout le temps à 150%. Et donc voilà, moi j'ai un vrai bémol sur le match de Lucas. Statistiquement, l'affiche est là, mais j'ai pas trouvé qu'il a été vraiment le joueur et l'homme qu'il fallait être pour son équipe dans la deuxième mi-temps en particulier. Je te rejoins sur beaucoup de choses que tu viens de dire et je pense qu'il y a pas mal d'axes d'analyse. La première, c'est que je pense que Luka Doncic joue depuis un moment blessé. Oui. Ça se ressent physiquement, hein. Tu sens que sur l'intégralité d'un match, il n'est pas capable de faire, enfin, comme tu le dis, des finales NBA, il faut être à 150%. Là où je pense que Luka est à peine à 80% de ses capacités physiques. Ça se ressent défensivement, ça se ressent sur ses choix, ça se ressent sur sa frustration. On l'a vu, hein, Luka, quand on lui rentre dedans défensivement, il a tendance à chouiner, à se plaindre, à râler sur ses coéquipiers. Et comme tu l'as dit hier, il y a des moments où tu le sens qu'il y a un vrai coup de mou. Et c'est là la problématique sur Dallas, c'est que sur les matchs et les séries précédentes, tu avais peut-être Kyrie qui pouvait prendre un petit peu le truc en main et Jason Kidd trouvait surtout des ajustements en sortie de banc pour essayer de reposer un petit peu Luka au playmaking. Tu as eu sur la série contre Minnesota, c'était Jordan Hardy et Josh Green qui pouvaient sortir. Là, ils ont un impact bien plus limité. Tim Hardaway, on n'en parle même pas. Et Dante Exum, moins il est sur le terrain, mieux Dallas se porte. Très honnêtement, moi, j'ai vraiment du mal avec les. Ah ouais, ok. En fait, j'ai du mal dans des moments clés en fait, où Jason Kidd lui a donné des minutes sur des moments importants dans le quatrième quart-temps. Et si je dis pas de bêtises, il y a une action où il se fait enrhumer défensivement, il enchaîne avec une paire de balles. Ça peut arriver, tu vois. Oui, oui. Mais c'est le genre de joueur qui, pour moi, à ce moment du match, ne devrait pas être sur le terrain. Et la problématique pour Luka, c'est que quand tu joues blessé un petit peu et que de l'autre côté, tu as des pertes de balles qui s'enchaînent, tu as la frustration. Et j'aimerais bien, c'est à ce moment-là que j'aimerais bien voir Kyrie prendre un peu plus les choses en main. Pour revenir sur l'aspect défensif, je suis tout à fait d'accord, il y a des actions, il n'y en a pas qu'une, hein, où il fait un petit peu le plot. Là où je souhaite souligner ce côté, c'est que dans le quatrième quart-temps, j'ai trouvé intéressant défensivement, comme tu l'as dit. Intelligence de placement, 4 interceptions, il sait comment couper les lignes de passe. À un moment donné, il essaie de défendre sur Tatum. Bon, Tatum est plus rapide, tu vois, mais il essaye de le coller un petit peu. Mais c'est sûr que globalement, c'est limité. Et le gros facteur noir, le gros point noir de Lucas, c'est les lancers francs. Il n'en prend pas énormément hier, tu vois, il est à 4 sur 8, mais il en rate dans le quatrième quart-temps. Et ça, c'est des points clés qu'un franchise player et qu'une personne qui veut gagner des titres ne peut pas se permettre de rater. Donc globalement, je te rejoins sur le fait que j'aimerais voir Lucas un peu plus, comment dire, un peu plus heureux sur le parquet, ce qui nous avait montré un peu moins chouineur. Mais j'ai vraiment l'impression qu'il est limité physiquement et qu'il est quand même pas très très bien suppléé, quoi. Il était questionable hein, sur quelques heures avant le match 2. Donc bon, après, on sait que quand tu arrives à ce niveau-là, il faut quand même, tu dois jouer, sauf s'il te manque vraiment une jambe ou voilà, tu vois. Mais c'est sûr que la santé physique de Lucas doit jouer, évidemment. Juste les lancers francs, c'est vrai que moi, c'est un point que j'ai noté
dès la fin du match, même en cours de match, mais 16/24 pour Dallas quand Boston est à 19/20. Alors 16/24, tu te dis, globalement, ok, tu rates quand même, du coup, tu rates 8 lancers francs. Mais en fait, c'est surtout en première mi-temps où il rate beaucoup de lancers. C'est en première période où il rate beaucoup de lancers francs Dallas. Il se rattrape un peu en deuxième, si je dis pas de bêtises. J'ai pas les stats exactes, mais c'est mon ressenti. Mais tu vois, sur un match qui est serré comme ça, il y a quoi? Il y a du coup Ça il y a joue 7 à points, 7 points. 7 points d'écart. Alors Mm. évidemment, tu vas pas mettre 100% de tes lancers francs à chaque fois, tu vois. Et quand de Boston est à 19/20, c'est très très fort. Mais tu vois, tu en aurais mis 2 ou 3 de plus en première mi-temps des lancers francs. Quand tu vois qu'à 1 minute de la fin du match, on est quand même, on est à quoi? On est à 98-103 à 1 minute du terme, tu vois. Il y a 5 points. Et Dallas est sur un 9-0, Boston n'arrive plus à mettre grand-chose. Il y a cette fameuse action où du coup il y a la faute contre un petit peu là de White et Brown qui met la main, c'est Jalen Brown non, qui met la main dans le dos, c'est ça, hein. C'est ça, c'est ça. Mais Il va lui poser la main sur la hanche. Mais tu vois, si par exemple, après, avec des si, on peut tout refaire, mais en première mi-temps, tu aurais mis un ou deux lancers en plus, et bah, tu n'étais pas à 5 points à 1 minute du terme, tu étais peut-être qu'à une possession, tu vois, à une possession et demie. Donc, sur les lancers francs, tu peux pas te permettre en finale de pas être. Il faut être constant. Tu vois, autant sur ces petits points-là, c'est des petits points, mais qui peuvent faire la différence. Et Luka, pareil, il faut qu'il soit le plus constant possible sur l'intégralité du match. L'autre joueur qui doit, lui, être beaucoup plus constant, mais là, mais pas dans. Alors, qui doit être beaucoup moins inconstant plutôt, c'est Kyrie Irving. On va en parler si tu veux, Tom. On savait, on s'était posé la question de Kyrie, le retour à Boston, au TD Garden, dans ce public de Boston qui sait être très chaud, chambreur, et pour ne pas dire plus. Mais on a un Kyrie Irving qui, sur ses 2 premiers matchs, est vraiment dans la nasse, tu vois. Il est plutôt dans le sac, il n'a pas vraiment d'impact, ou alors l'impact qu'il a est quand même malheureusement, en tout cas pour les fans de Dallas, plutôt négatif. Et c'est vrai que quand tu as besoin d'avoir un Kyrie Irving performant, Luka ne pourra pas gagner les finales NBA à lui seul, tu vois. Et déjà, Luka et Kyrie auront du mal à gagner les NBA Finals à eux seuls quand tu vois l'adversité. Mais si en plus Kyrie, qui revient sur la scène des finales après l'époque Cleveland, ne step up pas, autant te dire que pour Dallas, c'est mission quasi impossible. Je sais pas ce que tu en penses un peu du cas Kyrie sur ces 2 premiers matchs. Là, moi, ça m'intéresse de savoir tout ça. Moi, Kyrie, je suis vraiment déçu parce que j'ai adoré vraiment toute sa campagne de playoff. Il a su impacter au bon moment. Il a su, entre guillemets, prendre le jeu à son compte. Après, bien évidemment, il faut mettre quelque chose en avant, c'est que là, il a Drew Holiday et Derrick White sur le dos. Donc forcément, c'est plus compliqué. Malgré ça, il rate quand même certains shoots ouverts. C'est-à-dire que Kyrie, sur les 2 premiers matchs, c'est 0/8 à 3 points. Donc, il ne force pas plus que ça, on est d'accord. Mais 0/8 à 3 points pour Kyrie, c'est pas possible. Et puis, plus globalement, c'est que je te dise pas de bêtises, tu vois, c'est 2 passes sur le premier match, 6 sur le deuxième, donc tu as 8 passes D pour 5 pertes de balles. Les ratios sont pas bons. Kyrie, les ratios sont pas bons. Alors, si ce n'est qu'une question d'adresse, on peut faire confiance. C'est comme Tatum Brown, il ne faut pas non plus tout jeter. On sait que l'adresse peut venir et on suppose sûrement que Kyrie doit jouer aussi avec une petite appréhension en plus, comme tu l'as dit. Ça s'était mal fini à Boston. Il y a ce côté un petit peu où il faut vaincre le signe indien. Il est à 0,12 depuis son fameux essuyage de chaussures sur le logo de Boston. Donc, je pense que tout ça, ça joue dans la tête de Kyrie. On sait que c'est quelqu'un de très cérébral qui joue aussi au basket en fonction de son humeur et de comment il se sent psychologiquement. Et là, on ne le sent pas à 100%. Donc, Kyrie nous a assuré revenir avec de très grosses ambitions pour le match 5 à Boston. Encore faut-il qu'il y ait un match 5. Hein. On n'imagine bien évidemment pas un sweep, mais encore faut-il revenir sur un match 5. Moi, j'ai vraiment envie de voir Kyrie impactant offensivement. Pouvoir soulager un petit peu Luka pour remonter le ballon, vraiment et mettre des points en fait, tout simplement mettre 2 points. Luka a besoin que Kyrie puisse mettre des points pour le reposer. On sait que Kyrie peut prendre vraiment des coups de chaud et avoir des vrais points d'impact dans les moments importants, ce qui n'a pas encore été le cas.
Jason Kidd ne peut pas énormément reposer Luka en laissant Kyrie seul sur le terrain avec les autres, parce que dans ce cas-là, il n'y a pas grand monde qui puisse prendre le scoring à partir du moment où Kyrie n'est pas à droit. Donc il va vraiment falloir que Kyrie se mette dans ses finales, relâche la pression et se mette à mettre des points. Je suis d'accord avec toi, je te rejoins tout à fait là-dessus. Bon, en tout cas, voilà, on attend du Kyrie Irving niveau supérieur là pour les 2 prochains matchs du côté de Dallas. Peut-être que le fait de retourner à la maison et de quitter son ancienne maison verte va lui faire du bien. En tout cas, on espère pour lui et pour ses finales en fait, parce que nous, c'est vrai que n'étant ni fan de l'un ni de l'autre, en tout cas en termes d'équipe, autant avoir des finales longues pour pouvoir en profiter, pour pouvoir en débriefer avec vous, bien entendu. Sur cette équipe de Dallas, pour essayer un petit peu maintenant de se projeter, tu vois, sur la suite de la série, donc les deux prochains matchs du côté du Texas. Pour toi, les ajustements majeurs, t'en parlais, t'étais assez circonspect pour l'instant de ce que Jason Kidd a pas ou peu proposé, tu vois. Donc là, ils vont avoir du temps, ils vont rentrer à la maison, ils vont travailler, ils vont étudier la vidéo sur 2 matchs. Qu'est-ce que tu attends des Mavericks là, dans l'entame du match 3 à venir? Moi, l'axe fondamental offensivement, parce que je pense que défensivement, tu essaies de trouver des ajustements, mais après, malheureusement, je ne suis pas sûr que les Dallas ait les armes fondamentalement pour vraiment limiter Boston. Je pense que Boston est un petit peu son propre ennemi sur l'adresse à 3 points, et si Boston décide d'agresser le cercle, Dallas n'a pas forcément les éléments pour répondre. Moi, ça va être vraiment offensivement. Quand je vois sur les 2 premiers matchs, 25% de réussite à 3 points à 7 sur 27 et 23% sur le match 2 à 6 sur 26, je veux voir Dallas déjà plus adroit. Mieux organisés offensivement. On a senti à un moment donné qu'ils étaient un peu perdus. Là où on les sentait très très bien organisés sur les séries contre Minnesota, là on les sent un petit peu désorganisés. On ne sait pas quel joueur fondamentalement mettre en évidence. On voit beaucoup moins les pivots impactés aussi. Tu sais, les catch lobs là, que pouvaient envoyer Kyrie et Luka, on en voit beaucoup moins pour Gafford et Derek Lively. Sur le match 1, il n'y a aucun lob, hein, si je dis pas de bêtises. Il y en a sur le match 2, il y en a un ou deux qui ressortent à un moment. Et je vois très bien une action où il n'y a pas un très bon repli défensif pour Boston. Mais sur le match 1, il n'y en a pas, parce que on se rappelle de l'impact énorme de Porzingis. Tiens. Ouais, c'est ça, clairement. Et puis, écoute, on verra comment Porzingis se sent physiquement, mais si c'est Horford qui est sur le terrain, il faut aller l'agresser. Là où je trouve qu'ils n'utilisent pas du tout assez leur secteur intérieur pour mettre en difficulté Boston, il faut aller agresser le secteur intérieur. Ils sont jeunes, il y a du jump. Donc non, il va falloir une progression plus globale. Tu peux t'attendre, on l'a dit, à un peu plus d'adresse de Kyrie, et donc forcément, à partir du moment où Kyrie sera plus adroit, forcément la défense va se resserrer un peu plus sur Luka, Kyrie et donner un peu plus d'espace aux autres. Donc fondamentalement, à partir du moment où l'adresse extérieure de Dallas montera, Boston sera plus en difficulté. Là où je trouve assez intelligent Dallas, c'est qu'ils ne sont pas non plus là à forcer à prendre 40 shoots à 3 points. Il semble qu'ils ne sont pas forcément à droit, mais tu vois, c'est limité à 25-26 shoots. Donc si globalement ils gardent le même ratio, mais qu'au lieu d'être à 23%, tu montes à 40%, et tu passes de 6 à 12 ou 13 ou 14 shoots mis, là tout de suite tu mets Boston en difficulté. Et c'est pas quelque chose d'impossible quand tu vois les shoots pris, que tu vois par exemple que PJ Washington sur le match 2 il est à 1 sur 5, que Derrick Jones Jr. il est à 0 sur 3. C'est des joueurs qui ont mis des shoots extérieurs sur les séries précédentes, et peut-être que les matchs à domicile les mettront eux aussi en confiance. Oui, on sait l'impact parfois des matchs à la maison où tu connais la salle, tu as tes habitudes et tu peux aussi reprendre confiance avec un public qui te pousse derrière. Mais juste sur la saison régulière, c'est de la saison régulière, mais Dallas était 15e de NBA sur le pourcentage à 3 points, 35,9%. Bon, tu étais dans le ventre mou de la NBA, tu étais tout juste première moitié. Mais en tout cas, voilà, tu n'étais pas ni à 23 ni à 25% comme lors de ces 2 premiers matchs. Donc, si tu arrives à retrouver cette adresse-là, aller à 34-35% comme tu as pu le faire en saison régulière, ça fait la diff parce que dans ces 2 premiers matchs-là, tu l'as dit, match 1, Dallas revient à -8 alors qu'il y avait un énorme écart. Et sur le match 2, on l'a dit tout à l'heure, à 1 minute du terme, il n'y avait que 5 points d'écart. Donc c'est vraiment un élément à prendre en compte. Après, moi, de mon côté, ça va être l'impact de tous ces joueurs là dont on a qu'on a encensé, mais à juste titre, depuis la trade deadline, tout le travail qui a été fait par le
le management de Dallas. Et pour l'instant, ça coince un peu. T'en as un petit peu beaucoup parlé même, donc je vais pas nécessairement tout répéter, mais ces joueurs-là, il va falloir qu'à la maison, maintenant, on retrouve cet esprit Mavericks qu'on a eu sur la deuxième partie de saison régulière et sur ces playoffs-là. On rappelle que sur la deuxième partie de saison régulière, le bilan victoire-défaite de Dallas est quasiment le même ou équivalent à Boston. Donc il y avait vraiment eu un avant et un après All-Star Break et les arrivées de tous ces joueurs-là, Gafford, Washington et compagnie. Donc vraiment curieux. J'espère vraiment que eux vont avoir cette capacité à step up là dans un match qui est là. C'est un match couperé. C'est pas un do or die, mais on y est, tu vois. Donc, tu peux plus te cacher. Tu es à la maison, tu es mené 2-0. Tu sais que Luka, même en triple-double, ça suffit pas. Oui, tu attends un Kyrie, évidemment, qui va être supérieur en termes de scoring et en termes d'impact, mais il faut que les autres autour fassent le travail, sinon tu auras l'impression de retomber dans les travers d'une équipe Luka dépendante. Et ça n'a jamais marché à Dallas. Et là, toute cette deuxième partie de saison, on a dit c'est bien, il n'y a plus cette Luka dépendance. Donc, il ne faudrait pas qu'elle revienne alors qu'on arrive maintenant sur les finales NBA. Donc, curieux de voir l'impact de tous ces joueurs-là. Et un petit mot pour. Alors, je cherche Derek Lively, là, le rookie. Ouf, tu sens quand même que. Voilà, quand t'es. Mais après, attends, t'es rookie, t'arrives en finale NBA, tu vois. Donc, waouh, tu vois que. Alors, il a fait un gros tomard à un moment, là, dans le match 2 sur Derek White, qui va malheureusement essayer de contrer, mais il est un peu en retard. En tout cas, il n'était pas loin, mais il était en retard. Mais bon, à part ça, Derek Lively, c'est les 2 seuls points qu'il a marqués dans le match. C'est ce tomard-là contre White. Sinon, il a quoi? Il est à 7 rebonds. Moins 15 en plus minus, 3 tirs tentés. Bon, bref, l'impact est vraiment très, très faible. Et il va falloir que lui et les autres montent le curseur, bien entendu. Avant de se quitter, Tom, 2-0 là actuellement pour Boston, on rappelle. Quand une équipe mène 2-0, elle est 31 fois championne dans l'histoire. Il y a eu 5 revers pour l'équipe qui donc menait 2-0. Qu'est-ce que tu en penses de cette suite là? On quitte Dallas. Alors tout à l'heure tu ne parlais pas de sweep, donc on retourne à Boston. Je pense qu'on est tous les deux d'accord, mais à combien? On retourne à 2-2, on retourne à 3-1. C'est une grosse question. Écoute, moi je pense que le prochain match va être déterminant. Il pourrait changer énormément de choses. On est d'accord là-dessus. Si Boston le prend, je pense que tu retournes à Boston à 3-1 parce que, encore une fois, je vois pas de sweep. Si Dallas arrive à vraiment rentrer dans sa série, à tourner à 2-1, je pense que la confiance, on le sait, c'est des joueurs qui aiment jouer avec un plein de confiance, avec un élément en plus et leur public peut leur faire du bien. Donc, je ne serais pas étonné non plus qu'on retourne à Boston à 2-2. On sait que c'est des équipes qui aiment gagner à l'extérieur et qui ont l'habitude de gagner à l'extérieur, mais je ne serais pas non plus surpris de voir cette série revenir à 2-2. En fait, j'ai envie de voir cette série revenir à 2-2. Encore une fois, tu l'as très bien dit, on supporte ni l'une ni l'autre des équipes, mais j'ai envie de voir en fait comment Dallas va réussir à répondre à ces ajustements-là. Des choses dont on avait parlé énormément pendant la preview, c'était le banc. Et là, tu vois, hier, j'ai une stat brute un peu comme ça. Boston, c'est 17 points de sortie de banc. Dallas, c'est 9 points. Donc, j'aimerais vraiment voir comment on ajuste ça du côté de Dallas. Et je pense qu'ils ont les capacités de revenir à 2-2. Et j'ai envie de voir aussi Boston en difficulté. J'aimerais bien voir comment Boston arrive à s'adapter à une équipe qui leur rentre vraiment dedans et qui puisse revenir à 2-2. Et on le sait, au TD Garden, un match 5, avec des joueurs qui ont peut-être pris confiance à domicile comme Luka et Kyrie, ce sera peut-être pas la même histoire. Donc allez, moi je me mouille, je dis 2-2. Je dis 2-2. Je dis 2-2, retour à Boston pour un match 5 à 2-2. Très bien, ok. Alors juste me permet pour nuancer la stat du banc, tu as 12 points de Porzingis. C'est un faux sixième homme, tu vois. Mais la stat brute, tu la prends, mais après, voilà, la petite nuance que je me permets. Ok, 2-2. Alors, moi, j'avais pronostiqué 4-3 pour Dallas dans la preview. Bon, on va pas dire que je suis très serein, mais bon, sait-on jamais. Très compliqué. C'est vrai que je te rejoins complètement. J'ai envie de voir cette équipe de Boston dans le dur, tu vois. Les responsabilités. Bon, toi, on parlait tout à l'heure de Tatum, là, qui pour l'instant, bon, il n'a pas d'adresse, mais son équipe mène 2-0. Allez, là,
toi, dans l'adversité, dans les 5 dernières minutes où c'est extrêmement serré, ça se rend coup pour coup, est-ce qu'ils ont cette capacité-là à le faire? Oui, ils ont la capacité, mais est-ce qu'ils vont pouvoir le faire à ce moment-là? Je suis vraiment curieux de les voir là. Et s'ils y arrivent, bon, bah là, tu dis, bon, bah bravo les gars, on peut tout de suite mettre la 18e bannière au plafond. Et Dallas, on en parlait à l'instant, je serais extrêmement déçu si tout ce qu'on a encensé autour de cette deuxième partie de saison, on la voit pas en fait dans les finales NBA, et tous ces apports là de joueurs complémentaires, pour l'instant ils sont pas là. Et donc je vois quand même le match 3 moi pour Dallas, tu vois, le retour à la maison. Je pense que Kyrie, ça va lui faire un bien fou de ne plus se faire huer pendant 48 minutes, tu vois, et même avant et après dans les gradins, dans les tribunes, un peu partout, tu vois. Donc moi je dis 3-1 quand même, tu vois. Je vois pas Boston en perdre 2 là-bas. Ils ont vraiment été, on en a parlé en tout début de podcast, ils ont vraiment montré que c'était eux les patrons pour l'instant. Et si tu prends la globalité des 2 premiers matchs, oui, Dallas a eu ses capacités à revenir, mais si tu prends sur les 2 fois 48 minutes, ouais, Boston, ils sont quand même devant pendant longtemps, de très très longues minutes. Donc je les vois pas. Ouais, moi je dis 3-1. Après, est-ce que je reste à mon pronostic final? C'est autre chose, mais allez, 3-1 et le match 3 pour Dallas, quand même, pour qu'on ait un peu de suspense. C'est ce qu'on veut, nous, en tout cas, tu vois. Ouais, c'est clair, je te rejoins là-dessus. Et puis encore une fois, on le sait, hein, ton 3-1 n'est pas du tout sorti d'un chapeau magique. On sait très bien que Boston est capable de gagner des matchs à l'extérieur. Ils l'ont montré, en fait, ils n'ont pas perdu un seul depuis le début des playoffs. Donc, écoute, j'ai hâte de voir comment Dallas va réagir, s'ils sont en capacité de réagir et quels ajustements vont être trouvés. Et puis, bah, écoute, on verra par la suite, hein, mais c'est sûr que après, honnêtement, personne ne serait étonné de voir Boston champion. Et si Boston mène 2-0 et ne va pas Oula, au bout, oh là là, oh là là, oh là là. Ah bah là, ouais. On n'y est pas, mais on sait aussi que Boston, dans des dernières finales, a pu mener 2-1 et n'a pas su plier l'affaire. Donc on n'y est pas. Pour l'instant, Boston mène 2-0 logiquement, et en tout cas ils ont fait le travail. C'est à Dallas maintenant de faire le boulot à la maison. On est très curieux de voir la suite qui a lieu donc dans la nuit de mercredi à jeudi, 2h30 du matin, sur beIN Sport, sur le NBA League Pass. Vous en avez l'habitude désormais. Et donc, vous aurez un podcast débrief du match 3, évidemment, qui tombera très rapidement sur les différentes plateformes. Bah voilà, on a fait un petit tour de ces 2 premiers matchs. Merci Tom. En tout cas, on se régale quand même globalement dans ces finales NBA, même si on n'est pas nécessairement fan de ces 2 équipes-là. Mais moi, je prends un vrai plaisir à suivre, et on est curieux d'avoir la suite qui arrive très vite. ouais, non, c'est clair, on se régale. Pour le moment, on n'a pas forcément eu des matchs très serrés, mais on a quand même eu des beaux runs. Et puis, encore une fois, j'ai confiance entre guillemets en Dallas pour réagir et j'ai envie de voir la suite avec attention. Ouais, bon, bah, on va suivre tout ça évidemment, donc sur l'application, le site internet de The Free Agent, sur les réseaux sociaux et via évidemment les podcasts que vous retrouvez donc je vais dire tous les jours, mais quasiment, en tout cas très très régulièrement, entre la NBA et la WNBA. Allez, on vous souhaite une très bonne journée, très bon début de semaine à vous, et on se dit à très vite, et en tout cas à mercredi, Tom, déjà On se pour dit à mercredi pour la pour parler du WNBA. Liberty. Ouais, bah oui, Liberty qui continue à être invaincu, c'est pénible, mais on en parlera. Allez, très bonne journée à vous et à très vite sur les antennes de The Free Agent.